Bonjour, bonjour et bienvenue. Ravie de vous revoir ici et plein de bises à la salle parce qu'effectivement, on est entre amis. C'est vraiment un plaisir de voir des personnes qui sont familières, qui ont pris du temps sur leur planning très important du marketing, du digital et qui sont venus ici. Je souligne aussi la présence de deux périscopeurs, donc Real Time Vidéo, qui sont des vraies vedettes sur Periscope. Donc PPC qui est au premier rang, c'est pour ça qu'on lui a trouvé un fauteuil, voilà, on l'applaudit. Et puis également Chantal TV, que vous connaissez peut-être pas autant, bravo, qui est Chantal TV à plus de 250 000 followers sur Periscope. Et comme elle tweet en anglais, et surtout elle fait des broadcasts en anglais parce qu'elle est aussi professionnelle, elle vient d'Amsterdam. Donc vous n'avez peut-être pas vu, mais je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Donc merci beaucoup d'être là, je vois beaucoup de têtes familières. Qui était là l'année dernière au salon e-marketing? Levez la main. Oui, donc qui sont les nouveaux cette année? Ah oui, donc ravi de vous accueillir. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine. C'est un très beau sujet, surtout au moment où on parle beaucoup de l'intelligence artificielle et savoir effectivement quel va être notre avenir en tant que professionnel du marketing dans ce monde où les algorithmes sont en train de diriger beaucoup de choses et où les data, effectivement, sont le fuel de l'économie. On le voit avec des sujets comme l'affaire Mark Zuckerberg en ce moment. On le voit avec, effectivement, un certain nombre de prises de position de moteurs de recherche comme Quant pour l'Europe, qui se bat pour dire « nous, on ne vous donne pas des cookies », etc. Donc, un vrai sujet d'utilisation de toutes ces informatiques, de toutes les ressorts de l'informatique. Et dans ce monde d'algorithmes, la différence, c'est la créativité. Et ce que dit Jack Ma de Alibaba, effectivement, on ne parle plus de quotient d'intelligence, le QI, ni de quotient émotionnel, le QE, mais on parle bien de quotient of love. Donc sur cette table ronde, on va beaucoup parler de love, avec une présence assez importante de gens qui agissent sur cette partie émotionnelle. Avant de les appeler, je voulais juste vous donner une première consigne, c'est qu'effectivement, vous pouvez poser vos questions, elles arriveront sur cette tablette et on les prendra au fur et à mesure de la conférence. Vous envoyez vos questions à ce numéro ici. Et également, une deuxième recommandation, le compte Twitter est hashtag EMKT18. Le 2018 fonctionne aussi, mais vous pouvez tout à fait interagir sur ce compte-là. Cherchez la zapette, on a toujours besoin encore de ces outils-là. Donc pour commencer, je vous demande d'applaudir Florence Chafiotte, qui est directrice du marketing et du digital de Monoprix. Prenez place. Voilà. Merci Florence. Également Nathalie Ollier, qui est responsable des marketing relationnels activités retail de Réunion des musées nationaux Grand Palais, plus connu sous le nom de RMN. Merci. Et Olivier Laborde, qui est l'auteur du livre « Innover ou disparaître ». Merci. Là-bas. Donc, il reste de la place si vous voulez venir. Avant toute chose, une petite réflexion sur la France elle-même. En fait, une campagne qui a été créée l'année dernière avec l'agence Havas pour Business France a montré que la créativité, en fait, est ce qui est le plus différenciant pour notre nation. Donc, je vais vous passer un petit film qui illustre bien et ensuite, on parlera marketing.
Voilà, une campagne qu'on espère retrouver prochainement. Donc, Florence, dites-nous en 2 mots qui vous êtes et dans quel univers vous travaillez. Et ensuite, on passera la parole à Nathalie. Mais évidemment, Monoprix, on connaît tous. Comment vous pouvez nous illustrer avec 1 ou 2 chiffres? Bonjour à tous d'abord, donc je suis Florence Chafiotte, je suis en charge en fait du marketing, du digital et de l'inno chez Monoprix. J'y suis arrivée il y a 2 ans. Monoprix, juste pour peut-être situer un tout petit peu dans son contexte, c'est 700 magasins, 600 magasins en France, 100 magasins à l'international. C'est Monoprix et la galaxie Monoprix, c'est-à-dire Monoprix, Monop, Naturalia et les quelques petits frères et sœurs des Monop, donc Monop Deli, Monop Beauty, etc. Mais c'est plus confidentiel. On est 22 000 collaborateurs et on est environ dans 250 villes en France. Voilà. Et on est essentiellement très fort à Paris et dans les villes de plus de 100 000, habitants, avec environ 35% de part de marché à Paris. Merci. Donc Nathalie, en tant que responsable retail, responsable marketing relationnel des activités retail et réunion des musées nationaux RMN, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est que effectivement ces boutiques de musées? Alors moi, effectivement, je vais être un peu plus longue que Florence parce que tout le monde connaît Monoprix, comme tu l'as dit, mais pas la RMN Grand Palais. Donc je vais recontextualiser très rapidement ce qu'est cette société. Nous sommes le premier opérateur culturel européen avec un monument emblématique, en revanche, que vous connaissez tous, en tout cas je l'espère, le Grand Palais. Nous organisons des expositions, Coupe-Cas, Artistes et Robots, Grand Palais en ce moment. Nous accueillons les visiteurs, nous éditons des livres d'art, nous sommes le premier éditeur d'art en Europe, nous créons des produits dérivés, de la papeterie, des moulages qui sont inspirés des plus grandes œuvres d'art que vous pouvez retrouver dans les musées et nous les distribuons via 3 réseaux, 3 canaux. Le premier, c'est celui des boutiques physiques, qui sont au nombre de 38, qui sont présents sur tout le territoire national, mais principalement à Paris et en région parisienne. Nous sommes leaders des boutiques de musées en France. Nous agissons en tant que concessionnaires, c'est-à-dire que nous répondons à des appels d'offres. Et nous sommes présents, pour donner quelques exemples, en plus du Grand Palais, au Louvre, à Orsay, à Picasso, à Versailles et en province. Je regarde Cécile parce que je pensais à Nice, pourquoi Matisse, voilà. Et puis je vais quand même citer moi Lyon avec le musée des Confluences. Et je sais que je ne peux pas aborder le sujet qu'il y a aussi une boutique à Abu Dhabi et qu'il y a aussi une fondation Louis Vuitton. Voilà, donc merci de ne pas l'avoir fait. Ne pas l'aborder. Nous sommes présents via un deuxième canal qui est un e-shop qui s'appelle boutiquedemusée.fr avec 5500 références qui sont une sélection de l'offre de l'ensemble des 38 boutiques dans lesquelles nous sommes présents. On est en pleine refonte avec un lancement du nouveau site qui est prévu pour juin. Avec de nouvelles fonctionnalités qui sont plus basées sur un parcours plus fluide du client, un parcours utilisateur, un UX voilà, que vous connaissez tous. Et le dernier réseau de distribution, c'est un réseau de revendeurs qui sont au nombre de 470. On a 470 points de vente en France et à l'international. Pour parler du numérique au sein de notre maison, c'est une dimension fortement importante. Nous avons une galaxie de 14 sites internet. On est présent sur l'ensemble des réseaux sociaux et on a des applis mobiles, plus particulièrement sur l'aide du guide à la visite. Pardon. Pour revenir du coup à mes fonctions, mais il me semble qu'il était important de recontextualiser pour arriver aux activités retail. Moi, je suis responsable marketing relationnel des 38 boutiques physiques et de la e-boutique. Je gère la base de données, les newsletters avec la pression commerciale, le programme de fidélité et les réseaux sociaux. Voilà, et je vais pouvoir laisser la parole à Olivier. Merci. On va passer aux interrogations écrites maintenant. Combien de boutiques ? Bravo. Donc, il y en a certains qui ont écouté.
Olivier, donc Olivier qui est un auteur, qui a aussi une expérience de Chief Digital Officer, mais on n'en parlera pas non plus aujourd'hui, qui souligne l'importance d'innover dans un contexte de disruption de l'économie et notamment des GAFA. Donc aujourd'hui, tu te positionnes en tant qu'analyste. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour te présenter et te connaître un petit peu mieux avec ce contexte ? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je me positionne en tant qu'auteur, qu'observateur en fait. C'est un monde qui me passionne, comme je pense tout le monde. En même temps, c'est un monde qui évolue très vite. On dit souvent que c'est un monde VUCA, en acronyme, donc qui est très vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Et c'est vrai que pour les marques et les grandes entreprises, le chemin à trouver est pas toujours évident. Mais pourtant, on sait, et encore une nouvelle étude de la Commission européenne le montre, les entreprises qui ont innové ont eu une croissance de chiffre d'affaires de 10% sur ces 3 dernières années, quand celles qui n'ont pas innové ont plutôt perdu entre 3 et 5%. Donc voilà, on sait qu'il faut innover. En même temps, on a un monde qu'on a du mal à appréhender parce qu'il y a une prolifération et une multiplication des nouvelles technologies. Et les grandes entreprises doivent trouver un chemin avec des contraintes et des questionnements qui ne sont pas toujours évidents pour les marques, puisqu'il faut faire plus, mais avec moins. Il y a des startups, donc il faut être aussi rapide que les startups. On a des process industriels qui ne sont pas très agiles, donc comment retrouver de l'agilité et comment appréhender cette approche et comment innover dans ce monde qui bouge. Alors certains ont mis en avant des structures qu'on appelle Lab. Donc c'est vrai que dans mon ouvrage, je mets en avant une méthodologie qui s'appelle LEASH. Donc L pour Lab, I pour Innovation, au sens Open Innovation, S pour Startup et H pour l'humain, on y reviendra. Parce qu'effectivement, c'est d'abord le titre de la conférence, mais je trouve que c'est important. Plus il y aura du digital, plus il faudra de l'humain, je pense. Et donc, voilà, il y a aussi cette fameuse structure Lab qui va peut-être permettre aux marques et aux grandes entreprises de trouver des moyens. Alors maintenant, il y a Lab et Lab. Il y a des labs qui sont plutôt des showrooms, des labs qui sont plutôt des think tanks, des labs qui sont plutôt des fab labs industriels avec des imprimantes 3D. Donc, chacun a sa finalité. Donc, à chaque marque de définir quel est mon objectif et de définir le lab qui va bien. Merci. Question à la salle, quand on dit Monoprix, vous pensez à quoi dans l'actualité en ce moment? Parlez fort. Amazon, voilà. Donc je pense qu'on va commencer par poser la question. Comme ça c'est fait. Donc Florence, on ne pouvait pas y couper. Effectivement, une actualité Monoprix qui est absolument extraordinaire en ce moment, avec surtout sur le digital. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à la fois sur le rachat de Amazon, enfin pas le rachat, pardon, le rachat de Sarenza et l'alliance avec Amazon Prime? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a un certain nombre de projets plus que dans les cartons maintenant. Alors, le premier que vous évoquez, qui est Amazon. Alors, on a effectivement... j'ai pas envie d'y couper, justement, parce qu'on est très fiers d'avoir annoncé ce partenariat avec Amazon. En fait, le principe du partenariat est très simple. On va distribuer les produits de Monoprix à l'intérieur d'une boutique sur Amazon Prime, qui nous permettra, en fait, de délivrer la promesse de l'ultra-rapidité avec une livraison en moins de 2 heures dans Paris intramuros. Donc le gros intérêt de Monoprix, bien sûr, c'est de s'allier avec un acteur qui a évidemment des avantages et une connaissance sur le plan de la logistique et sur le plan de sa supply chain au global qui est extrêmement fort, et puis sur le plan de sa base client, bien évidemment. Pour Monoprix et pour Amazon, c'est aussi bien évidemment de pénétrer Paris, ce qui pour lui est un enjeu depuis un certain temps, c'est de trouver une alliance avec un acteur qui a des points de vente physiques à Paris. Et donc voilà, courant 2018, pourront disposer des produits Monoprix sur la boutique d'Amazon Prime. Sarenza, c'est un autre sujet dont il est plus difficile que je parle réellement aujourd'hui, puisque effectivement nous avons fait acte d'achat sur Sarenza. Le rachat définitif sera prononcé la semaine prochaine, donc voilà, mais notre intention est tout à fait là. Là, c'est différent, c'est d'armer Monoprix sur le plan du non-alimentaire. Et aujourd'hui, on était plutôt pas très en avance sur le plan de la vente e-commerce sur le non-alimentaire.
s'allier avec Sarenza va nous permettre, d'aller plus vite, bien sûr, de bénéficier d'un savoir-faire qui est absolument réel et du talent des équipes de Sarenza sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et finalement, de répondre au pendant du positionnement qu'on a aujourd'hui sur l'alimentaire, où je pense que vous l'avez en tête, Monoprix, c'est sur l'alimentaire le champion des grandes marques des grandes marques des industriels, mais également le champion de la MDD, c'est-à-dire avec des marques propres qui sont très fortes. Sur le plan du non-alimentaire, on a depuis toujours une offre extrêmement forte sur les marques propres, c'est-à-dire en no-name, qui sont les propres marques de Monoprix. S'allier avec des gens comme Sarenza va nous permettre de répondre à cette deuxième jambe, qui est d'avoir aussi la distribution des plus grandes marques des industriels. Voilà. Oui, vous faisiez déjà des opérations avec un créateur dans les magasins au niveau de la mode. Donc là, vous allez encore plus booster cette activité, j'imagine. En fait, c'est assez différent. C'est-à-dire que les capsules qu'on fait avec les créateurs, c'est une forme d'agitation de la marque. C'est-à-dire que Monoprix est rarement là où on l'attend, et notamment dans les partenariats qu'on peut faire avec les créateurs. L'idée étant, chaque mois, puisqu'on en fait à peu près 12 par an, d'agiter la marque d'une manière ou d'une autre avec... notamment, je pense que peut-être vous l'avez vu, il y a quelques semaines, on a fait un partenariat avec Alexis Mabi sur les robes de mariée. Bon, on n'attend pas forcément Monoprix sur le mariage. Donc là, c'est entre l'acte de com et le business, parce que c'est quand même des collections qui se vendent très bien, mais qui sont plus éphémères. Là, on rentre dans une logique beaucoup plus long terme et qui viennent impacter l'offre réellement, puisqu'on va distribuer toutes les grandes marques. D'accord. On va voir une campagne que vous avez faite récemment. Qui a vu cette campagne ? Oui, pas toute la salle. Alors justement, pour ceux qui ne l'ont pas vue et peut-être pas utilisée, qui l'a utilisée parmi ceux qui l'ont vue ? Ah oui. Bonjour madame, vous pouvez vous lever, vous êtes la seule dans la salle. On l'applaudit. Elle a utilisé le 06. Donc vous allez voir de quoi il s'agit. Un mardi soir, à Paris, dans un Monoprix. Comme chaque semaine, Alice croise le chemin de César au rayon salade. Il fait battre son cœur à chaque fois, mais elle ne sait vraiment pas comment l'aborder. Il fait battre mon cœur à chaque fois, mais je ne sais vraiment pas comment l'aborder. Salut, moi c'est Alice. Toi t'es super craquant. Oh là là, mais non, mais c'est la honte, je peux pas lui dire ça. Alors, pour la Saint-Valentin, Monoprix a pensé à Alice, en créant Pack 06, une gamme de produits un peu particuliers pour dire à quelqu'un qu'il nous plaît. Waouh, mais quelle idée merveilleuse. Oh là là. Bravo Monoprix. Tous ces Pack 06 sont hilarants. Mais comment font-ils pour être aussi drôles ? Celui-ci exprime exactement ce que je ressens pour lui. Après avoir choisi un Pack 06, Alice n'a plus qu'à écrire son numéro de téléphone dessus et le mettre discrètement dans le panier de César. Quelques heures plus tard... SLT, merci pour ton pack 06, c'est trop mignon. Je suis dispo ce soir si ça te dit. Visage heureux avec les mains ouvertes pour un câlin, fourchette et couteau, avec assiette. Génial, on se rejoint à 20h alors, j'ai hâte. Blablabla. Moi aussi. Tout pareil que toi. Vivez vous aussi une jolie histoire d'amour grâce à un Pack 06. Rendez-vous le 14 février dans nos magasins Paris-Léal, Paris-Saint-Paul et Lyon GBL. On a envie que ce soit la Saint-Valentin tous les jours, hein. Très, très sympathique, et tous ces jeux de mots, effectivement, sont portés par une belle créativité. Et vous avez justement gagné plusieurs prix au niveau de la créativité. Dites-nous en plus. C'est vrai que 2017 a été un bon cru pour Monoprix, donc 2018 on a une grosse pression. On a eu la chance de gagner effectivement conjointement le Grand Prix EFI sur l'efficacité marketing et un Lion d'Or à Cannes pour la récompense sur notre film de la campagne des 85 ans.
C'est intéressant en fait surtout de voir, d'avoir eu l'attelage au même moment, parce que finalement ça vient raconter une chose, c'est qu'on peut faire de la création et être très créatif tout en étant efficace. Et la recette gagnante de Monoprix, c'est toujours celle-là, c'est d'essayer de sortir du cadre en permanence, de faire des choses, comme je disais tout à l'heure, où on ne nous attend pas toujours, mais finalement au service d'une efficacité qui est réelle, puisque 2017 a été une année très au vert sur tous nos indicateurs de business. Donc cette marque qu'on réussit à agiter et qui fait de Monoprix une réelle love brand, c'est finalement peut-être la recette gagnante que de continuer à être tous les jours un peu plus créatif pour continuer à aller vers la croissance. Et je dirais que vous n'êtes pas simplement créatif, mais également un peu provocateur. Il y avait eu aussi, après l'annonce de Amazon Go, vous vous souvenez? Vous voyez ce que c'est Amazon Go? Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est dans la salle? Donc la livraison... Pardon, pas la livraison. On fait ses courses et on ne passe pas en caisse. On sort directement. Et donc là, Monoprix a fait un joke après. No lines, no checkout, no groceries to carry, no extra charges, no seriously. Donc en fait, expliquez-nous cette... Pour comprendre la campagne, il faut avoir en tête le film qu'avait fait Amazon Go. Il y a un an, en fait, Amazon a sorti un petit film sur les réseaux sociaux essentiellement qui expliquait en fait le principe d'Amazon Go. Et en fait, on a fait un troll le lendemain. On a décidé de faire un troll en 24 heures du film d'Amazon Go qui avait pour but, honnêtement, que de ne susciter le sourire et en aucun cas de les agresser. En l'occurrence, ils nous en ont pas beaucoup voulu vu que maintenant on a décidé quand même de travailler ensemble. Et donc, on a sorti un film qui était une réplique parfaite du film d'Amazon Go, mais filmé dans un Monoprix avec des produits et des acteurs qui ressemblaient aux acteurs du film d'Amazon Go, mais qui étaient dans un Monoprix. Et en fait, ce qu'on expliquait, c'est qu'il n'y avait aucune nouveauté derrière ça, que la technologie que revendiquait Amazon était de la human technology chez Monoprix, puisque ça faisait 10 ans qu'à travers la livraison qui fait que vous ne passez pas en caisse chez Monoprix, je pense que peut-être les femmes mais aussi les hommes qui font les courses et qui font ce qu'on appelle le lâcher de chariot chez nous. Donc le lâcher de chariot, c'est vous faites vos courses et vous passez pas en caisse, vous laissez juste votre chariot et on s'occupe de tout et on vous emballe les courses et vous payez à la maison. Finalement ça revient à ça et donc on avait fait un clin d'œil avec cette campagne. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que vous mesurez des résultats? Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de voir s'il y a plus de trafic, que ce soit sur ces campagnes ou sur les réseaux sociaux, bien sûr, comme vous avez quand même 1 million de fans sur Facebook, également vous êtes sur Instagram, sur Twitter. Qu'est-ce que vous pouvez nous illustrer? Alors, c'est vrai qu'il y a des campagnes qui sont très business et des campagnes qui sont, dont l'indicateur clé de succès n'est pas forcément d'avoir plus de trafic le lendemain matin. Une grosse partie de ce qu'on fait en communication chez Monoprix, c'est justement pour agiter la part de cœur des clients par rapport à cette marque. Ce qu'on cherche, c'est à dire à nos clients qu'on est une marque cool, qu'on est une marque sympa, qu'on ne se prend pas au sérieux, et on essaye finalement de déclencher cette espèce de bulle de sourire ou cette petite bulle d'étonnement que vous avez quand vous venez chez Monoprix et quand vous en sortez, vous vous dites c'est pas tout à fait pareil qu'ailleurs. Comment est-ce qu'on le mesure? Tout simplement plutôt avec des baromètres de marque qui permettent d'évaluer la cote d'amour de nos clients pour Monoprix. Et c'est vrai que finalement la plus belle récompense quand on fait ce type de campagne, c'est de voir augmenter la cote d'amour. Et c'est vrai qu'elle se porte bien. Ouais. Et dans cette cote d'amour, vous avez aussi des emojis qui sont devenus des monijis. Comment vous prononcez? C'est des emojis. On avait fait une petite campagne l'année dernière aussi. En fait, ce que cherche à faire Monoprix, c'est d'être toujours dans l'actualité. Sans polémique en l'occurrence, donc on va assez peu sur les sujets politiques ou sur les sujets sociétaux un peu lourds. On va plutôt dans ce qui se hume dans l'air du temps sur tous les sujets qu'on chope dans l'actualité et qui font qu'on a envie de rebondir dessus parce que Monoprix a envie de défendre un propos ou d'avoir un avis sur une question.
Et c'est vrai que c'était le grand moment des emojis l'année dernière. Et donc, on a lancé les monojis, où à travers en fait, ces petites emojis, en l'occurrence, on a lancé un vocabulaire avec ces petits jeux de mots que vous connaissez bien maintenant chez Monoprix, et sur lequel en fait, on a lancé des conversations comme ça entre les gens qui avaient envie de télécharger ces monojis ou qui avaient envie de jouer avec. Et donc, ça a aussi été un de nos campagnes phares l'année dernière. Là, en ce qui concerne la créativité, vous le faites également sur les aspects technologiques. Donc, vous avez aussi testé avec Google Home la possibilité de faire ses courses sur effectivement le Google Home avec la reconnaissance vocale. Comment ça fonctionne ? C'est pas un test, ça marche. On n'est plus en test, ça marche très bien pour ceux qui ont un Google Home. Donc la clé d'entrée, c'est parle avec Monoprix. OK Google, parle avec Monoprix. Et effectivement, vous pouvez incrémenter votre liste de courses. Donc mets-moi du beurre, mets-moi du lait, mets-moi des couches, etc. On vous demande pas d'en dire plus à partir du moment en fait où, parce que vous êtes un client Monoprix, on sait que quand vous me dites « mets-moi du beurre », je vais pouvoir aller chercher dans vos historiques d'achat le fait que vous avez plutôt du beurre président et plutôt du beurre demi-sel, j'en sais rien. Ce qui me permet d'être le plus juste en fait, dans la liste de courses que je vais vous construire. Au fur et à mesure en fait, de la semaine, par exemple, vous ou vos enfants ou votre mari, vous incrémentez cette liste. Et puis à un moment, vous êtes prêt et vous dites « passe commande avec Monoprix ». La seule rupture de canal qu'il existe encore aujourd'hui en Europe, et notamment en France, c'est que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de la commande. C'est Google qui veut ça aujourd'hui, c'est en train de se lancer en Europe et la France va être test. Ils l'ont annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, vous rebasculez sur le site de Monoprix et vous retrouvez en revanche directement votre liste de courses, votre panier d'achat qui est prêt et vous avez la transaction à faire. Mais il reste encore un pain point, entre guillemets, qui est je dois sortir du Google Home et aller dans le site de Monoprix. Mais ça marche bien. Et sur le plan plus du divertissement, vous allez nous retrouver dans les jours qui viennent avec une opération dont je suis très heureuse de faire le teasing aujourd'hui, puisqu'on a lancé hier... Scoop. Ouais, certains d'entre vous l'auront peut-être vu si vous suivez Monoprix sur les réseaux sociaux. On a lancé un teaser sur une nouvelle grosse opération de com autour d'un concept qui s'appelle The Worst Song, donc voilà, la pire chanson du monde, et qui sort demain sur tous les réseaux sociaux, puisque c'est une campagne uniquement digitale. Et en fait, la suite de cette campagne prendra vie notamment sur le Google Home. Donc, vous verrez d'ici quelques jours, mais c'est très chouette. Et vous avez un prix spécial sur le Google Home pour les gens qui ont très envie maintenant de l'avoir ? Non, alors non, mais déjà on ne le vendait pas et maintenant on va le vendre. Donc c'est déjà très chouette. Maintenant on distribue chez Monoprix le Google Home. Et je crois de mémoire que le premier prix des mini Google Home c'est 149 €, mais j'ai un doute. Mais je crois que c'est ça. C'est ça. Quelle est la cible des adopteurs de Google Home ? Alors, des adopteurs de Google Home ou des utilisateurs de Monoprix ? Des utilisateurs de Monoprix sur Google Home. Alors, il y a un peu nous. C'est-à-dire que, pour l'instant, très objectivement, c'est hyper confidentiel. En fait, on fait beaucoup de bruit autour de ça parce que c'est important en fait que ces marques-là, en soient dans l'innovation permanente et qu'on lance des choses. Après, est-ce que je suis capable de vous dire que c'est un carton d'un point de vue business ? Non, pas du tout. Mais finalement, c'est pas réellement ce qu'on cherchait aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est être là au moment où il faut l'être, c'est-à-dire avant tout le monde, et de tester des choses en permanence et de lancer des choses. Donc il y a un enjeu de business, certes, mais pas demain matin. Et en tant que directrice marketing digital et innovation, quelles sont les autres innovations que vous testez ? Alors l'innovation, chez nous, c'est un peu le cœur du réacteur. Monoprix, c'est vraiment une entreprise qui est née et qui vit au rythme des innos. En fait, je crois que l'innovation aujourd'hui, elle répond, notre feuille de route, en fait, elle répond à une promesse qu'on s'est faite et qu'on fait à nos clients tous les jours, qui est de dire ce qu'on cherche à faire, c'est de minimiser les contraintes au maximum et de maximiser le plaisir au maximum. Donc on tire sur cet élastique en permanence et toutes nos innovations, elles passent au prisme de cette promesse qui est donc minimiser les contraintes, maximiser le plaisir. Et tout ce qu'on cherche à créer, c'est des services, c'est des expériences en magasin, c'est des
des produits, enfin tout type de choses qui passent au tamis de ces choses-là. Est-ce que ça m'aide à ce que les courses soient moins painful, justement, et est-ce que ça m'aide à faire en sorte que j'ai plus de plaisir quand je viens faire mes courses dans un magasin Monoprix ou sur le web? On y reviendra. Nathalie, donc, qu'apporte le digital pour le réseau de boutiques de la RMN Grand Palais et comment l'utilisez-vous? Puisque vous avez pris le micro pour poser la question sur Coquelum et vous êtes une reine de Twitter. Donc, j'aimerais en savoir plus sur votre avis. Alors déjà, ça ne va pas être très facile de passer après Florence. Moi, je vais avoir beaucoup moins d'effets waouh. Mais en tout cas, je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, nous, au niveau du digital pour le réseau de boutiques. C'est un levier de performance majeur, mais ça, je pense que beaucoup de réseaux d'enseignes vous le diront. Moi, les 5 atouts majeurs que j'y vois, en tout cas dans ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir tracer toutes les actions et les interactions de tous les points de contact. Donc nous, on a une base de données, ça permet d'avoir une connaissance client plus fine. Nous, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a 38 boutiques physiques et notre objectif en tant que concessionnaire, ça va être de relayer l'actualité des musées dans lesquels on a une boutique. Pour donner 2 exemples, on va faire une newsletter dédiée pour la collection de la Croix que l'on crée à l'occasion de l'exposition au musée du Louvre ou une collection nymphéas à l'occasion du centenaire des nymphéas au musée de l'Orangerie. Donc par rapport à ça, tout ce qu'on pourra collecter sur les différents points de contact, bien entendu, ça nous permet de doser la pression commerciale, de personnaliser nos messages et de mieux adresser pour éviter effectivement de la sursollicitation. Donc notre base de données, elle est segmentée de façon assez basique initialement avec les prospects, les clients, les porteurs de la carte de fidélité. Après, on a tous les items de comportement d'achat, de géolocalisation, de canal prioritaire. Voilà un petit peu sur ce point. Le deuxième, et je corrobore complètement les propos de Florence sur le sujet, moi je trouve que la vraie valeur ajoutée, enfin l'une des vraies valeurs ajoutées du digital, c'est de pouvoir faire du test and learn à des prix, à des budgets peu coûteux parfois. Et nous, même sur des petits moyens, on a de cesse de tester plein de petites choses. Ça peut être même au niveau de newsletter, donc des petites choses aussi, tester des bandeaux, tester des objets, tester des offres. Aujourd'hui, nous, en termes d'outils, on utilise, vous avez plein de prestataires qui offrent des solutions sur ce salon. Nous, on utilise celle d'IBM Campaign. Et effectivement, c'est très facile de pouvoir faire tout un tas de tests. Le troisième point que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir réagir très rapidement. Encore une fois, on a 38 boutiques. Via les réseaux sociaux, on peut très rapidement réagir à une actualité, avantage du digital. Le quatrième point, c'est, puisqu'on parle d'humain, d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir automatiser des tâches répétitives. Donc, on utilise l'automation et les triggers pour pouvoir gagner du temps et se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée plus intéressantes. Et puis le dernier point que je trouve là aussi très positif, c'est de pouvoir avoir des résultats sur une opération digitale de façon quasi immédiate. On a tout un tas de KPIs qui permettent de réajuster rapidement et de savoir ce qui marche pas. Et tout comme Florence a un niveau différent, on va avoir des campagnes qui vont être purement business et d'autres qui vont être plus... Alors, dans l'image, oui et non, mais peut-être plus dans, je reprends le terme parce que je l'aime beaucoup, de brand love. Et moi, ma conclusion, en tout cas sur cette partie du digital, ça serait de dire que effectivement, le digital pour tout ce qui est data science et analytique, il est indispensable. Mais à mon sens, et tout à l'heure Olivier en parlait, ce qui fera la différence, c'est l'empathie et l'humain pour créer un attachement à la marque et créer une relation forte. Alors, au niveau de la créativité, ça s'exprime bien sûr avec des œuvres d'art que vous présentez dans les musées.
Mais également, tu me disais que vous avez des conférenciers qui peuvent intervenir et puis faire du storytelling en boutique. Absolument. Alors, au niveau de la créativité par rapport aux petits visuels qui sont montrés, il y a plusieurs éléments. Nous, on essaye vraiment de travailler. Alors, déjà en préambule, nous, on travaille tout ce qui est brand content, brand love, c'est-à-dire que tout nos communications sont basées sur du storytelling. Alors, on a beaucoup de chance, effectivement, puisqu'on est sur des produits aspirationnels qui déjà sont dans l'émotion. Enfin, l'art en soi, c'est de l'émotion. Mais notre objectif déjà, et on se le pose vraiment dans toute l'entreprise, c'est de raconter la petite histoire dans la grande histoire. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans l'entreprise et ça va à tout niveau. Ça peut être au niveau du merchandising, où là aussi, quand on va monter une boutique, puisqu'en fait, au Grand Palais, quand les merchandisers montent une boutique, à chaque fois, on part from scratch, puisque c'est pour une exposition. Et là, effectivement, ça va être de raconter la petite histoire. Quand on parle de ce que l'on peut faire sur les réseaux sociaux, les exemples qui ont été donnés, c'est sur notre page Facebook. Donc vous les voyez, je ne vais pas les commenter. C'est à chaque fois un ton un petit peu décalé pour créer de l'engagement. Toujours la même réflexion. Mais aussi, les deux points sur lesquels je voulais insister, c'est que toutes les personnes que vous voyez sur les photos sont des personnes qui travaillent au marketing chez nous, et c'était une volonté, ou dans certains cas vont travailler en boutique physique. Donc en fait, toute la créativité, c'est vraiment un des objectifs majeurs. Et ça va être d'embarquer tout le monde, que ce soit effectivement l'équipe marketing qui est bien placée, mais aussi de faire adhérer et d'embarquer nos commerciaux. Pour le retail, donc tu proposes même des expériences, je crois, directement, un peu en utilisant les 5 sens, et notamment sur cette démonstration de moulage que l'on peut faire en boutique. Voilà, tout à fait. Alors, je n'ai pas répondu complètement à ta précédente question non plus, qui était sur les conférenciers. Donc, je vais faire une réponse 2 en 1, 1 sur les conférenciers et 2 sur les démonstrations que l'on peut faire, puisque là, c'est vraiment sur le travail de l'humain en boutique physique. Donc, il va se faire à 2 niveaux. J'étais un peu longue sur la présentation de notre société tout à l'heure, mais sa valeur ajoutée, c'est d'avoir 120 métiers différents. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous sommes 1000 collaborateurs. Et effectivement, nous, marketeurs, on va pouvoir aller piocher sur les différents savoir-faire qu'il y a en interne. Et il y a à peu près 3 ans, on est allé voir les conférenciers, donc, qui, eux, d'habitude, opèrent pour de la visite dans les musées. Donc, ils ne sont pas face aux clients, ils ne vendent pas un produit. Donc, on a créé un petit module sur la base du volontariat et on leur demandait s'ils pouvaient raconter la petite histoire d'un produit. Donc, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'était le collier de la reine Marie-Antoinette. Alors, la difficulté avec les conférenciers, c'est qu'eux, ils ont l'habitude de faire des visites en 1h30 et là, pour faire ce qu'on appelle un peu trivialement du placement de produits, il fallait que ça ne dure pas plus de 10 minutes, mais ça marche très bien pour l'avoir fait dans le cadre du Nouvel An chinois au musée Guimet l'année dernière. On a vendu un moulage en une après-midi l'équivalent de 6 mois. Et effectivement, on peut faire aussi des démonstrations de moulage comme tu le montres. On explique les moulages que nous vendons. Ça peut être sur de la prise d'empreinte. Et j'en terminerai par les photos que vous voyez qui sont aussi sur du scan 3D, une prise d'empreinte sur du scan 3D. Donc on explique vraiment la valeur ajoutée des produits. On travaille sur les 5 sens. Donc des beaux exemples. Je vais vous poser la parole à Olivier parce que le temps file. Olivier, donc toi tu es vraiment plutôt sur la partie innovation qui est complémentaire de la créativité, mais bien sûr un peu plus avec une dimension technique, technologique. Oui. Est-ce que tu peux nous apporter une réponse sur qu'est-ce que l'innovation peut apporter au marketing à l'heure actuelle, sachant qu'on a eu déjà des conférences sur ce sujet, mais que là c'est avec un angle plus d'expérimentation.
Donc effectivement, là, moi, déjà, je voudrais dire que le marketing, c'est l'innovation pour moi. C'est vraiment ce département qui est créatif. C'est lui qui apporte la valeur, la différenciation aux entreprises. Et effectivement, vice-versa, l'innovation et le digital peut apporter au marketing. Alors, si on revient, pourquoi il faut innover? On veut innover pour rester concurrentiel, pour éviter la disruption, pour créer de la valeur, apporter, que ce soit aux actionnaires, aux clients ou à d'autres, pour se différencier vis-à-vis de la concurrence. Et je pense que les technologies peuvent apporter les moyens de relever ces défis, puisque ce sont quand même des grands défis. Alors après, on est quand même gâté. Alors, sous couvert du test and learn, parce que tout va peut-être pas marcher, on voit que la technologie peut apporter énormément. On a parlé des réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux sociaux il y a des outils maintenant qui vont permettre de capter à chaud l'utilisation ou la voix du client, que ce soit en amont de la création d'un produit ou en aval, à chaud ou à froid. Donc c'est vrai que ce sont des outils formidables. J'ai vu passer sur un des slides la 3D, mais c'est vrai que la réalité virtuelle, augmentée, les imprimantes 3D peuvent permettre dès le départ d'un concept, de le tester très en amont avec des clients pour aller pourquoi pas jusqu'à la co-construction, mais déjà éviter des cycles très longs. Et donc peut-être des budgets. Alors après, on a parlé aussi d'Amazon, même si on voit que d'autres viennent avec le piéton, et c'est une contre-attaque par rapport à Amazon. Mais on peut imaginer les drones qui viennent... Tu parlais de qui, là? Je parlais de Carrefour. Ah non, j'ai pas entendu. Carrefour, non. Non, mais Monoprix le fait déjà. Mais c'est vrai que les autres viennent parce que c'est pris et que c'est attirant. Maintenant, charge à eux de montrer qu'ils sont meilleurs. Donc, quand on est une love brand, on part avec un avantage concurrentiel et on peut se servir effectivement des technologies. Donc, mais on peut imaginer les drones ou les robots aider dans le marketing et dans la manière dont on va apporter toute cette valeur aux clients. Et c'est vrai, je vois le slide, mais que je pense qu'aujourd'hui, la data et l'intelligence artificielle sont vraiment deux poumons pour proposer une expérience client réussie. La data parce que effectivement, ça a été dit, mais on va récupérer beaucoup plus de données qu'auparavant, à la fois en propre, mais également à l'extérieur de l'entreprise. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou sur des bases tierces qui vont permettre de mieux comprendre le client, puisque finalement, on le faisait déjà, mais on va avoir un niveau de pertinence beaucoup plus important. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, parfois, on l'aborde sous un angle un peu angoissant, ça va remplacer les hommes. Moi, je l'aborde plutôt de manière très pragmatique et bon sens. Aujourd'hui, je pense que ça va aider sur l'expérience client, ça va aider les marques, ça va aider les collaborateurs, par exemple avec ce qu'on appelle le RPA, la robotisation des tâches, on va dire qui sont répétitives et sans valeur ajoutée, mais qui prennent beaucoup de temps aux collaborateurs, de permettre de les automatiser, mais peut-être mieux les faire que ce que l'on fait aujourd'hui, pour recentrer et refocaliser vraiment l'humain sur le service client et sur des services à valeur ajoutée. Oui, mais on s'aperçoit que tout ne fonctionne pas très bien justement dans cette partie automatisation, notamment les chatbots. On n'a pas toujours un très bon retour sur expérience. Pour la conférence qui a lieu demain, on a cherché effectivement à avoir pas mal des marques qui parlaient de leur retour d'expérience chatbot à un niveau un petit peu plus sophistiqué que ce qu'on peut voir sur le marché. Et là, on s'est aperçu que beaucoup n'ont pas voulu parler parce qu'ils n'étaient pas complètement satisfaits. Alors moi, je connais un chatbot qui fonctionne très bien dans une entreprise. Il faut faire la part des choses. C'est vrai les nouvelles technologies, elles arrivent par vagues. Parfois par promotion d'éditeurs de logiciels, par le buzz. Après, voilà, il faut être pragmatique. Enfin, il y a un écart, et j'ai bien aimé ce que Florence a dit. On est sur Google Home pour tester, pour être là au moment où ça va partir. Mais enfin, Facebook, ça ne s'est pas fait en 10 ans. Enfin, Google non plus. Enfin, il a fallu 10 ans, 20 ans, 15 ans avant que ça arrive. Donc maintenant, on dit c'est génial, mais si vous voyez Blablacar, si vous avez regardé un petit peu l'histoire de Blablacar, il a fallu 10 ans. Ils ont failli abandonner 100 fois. Donc derrière le chatbot, pour revenir derrière le chatbot, je vous dirais simplement, mais voilà, c'est un apprentissage. Souvent, moi, j'aime bien l'image que c'est un bébé qu'on élève. Donc, on n'attend pas d'un bébé de quelques mois que de suite, il fonctionne parfaitement. Il faut l'élever. Et il faut aller derrière le buzz. C'est-à-dire que, oui, ça peut rendre beaucoup de services. Il y a une promesse qui est assez séduisante pour du marketing. Maintenant, il faut savoir pourquoi je veux le faire. C'est ça. Donc, comment on peut éviter l'effet inventeur qui va tester plein de tech,
et puis qui va bidouiller, mettre en place et devenir un vrai marketeur, c'est-à-dire chercher le business, chercher la rentabilité, la performance et comment on peut l'intégrer directement. Derrière chaque technologie, il ne faut pas oublier qu'une innovation, c'est de la créativité, mais ce n'est pas une idée. C'est une idée qui rencontre son marché et j'aime rajouter la suite qui est de manière rentable. Donc on a des grandes entreprises, on a des budgets et donc il faut... Alors je pense que Nathalie l'a dit, on a la chance que le digital, ça permette de tester des choses de manière assez à coût réduit, effectivement, à des budgets assez atteignables pour des marques. Maintenant, c'est vrai que par exemple sur le chatbot, pour aider un collaborateur, par exemple, dans ses recherches, si vous divisez par 2 le temps de recherche, parce que vous êtes dans un monde de conformité avec beaucoup de réglementations, vous divisez par 2 le temps de recherche de vos collaborateurs pour répondre aux clients, vous avez de suite un ROI. Et je fais le parallèle d'ailleurs pour les chatbots qui vont aider un collaborateur, qui vont peut-être en faire un collaborateur augmenté, et non pas pour le remplacer. On savait faire du calcul mental, d'autres se sont servis de la calculatrice, on savait lire des cartes, d'autres sont plutôt sur le GPS, le chatbot va aider. Et il va aider, Mais par contre, il faut bien cibler c'est quoi mon besoin. Aller derrière le buzz, effectivement, il y a plein d'éditeurs ou de fournisseurs de services qui arrivent. Il faut tester Google Home, le chatbot. Mais je pense que le marketeur, il a la tête sur les épaules, il a un marché, il a un business, il a une business unit à faire tourner, et il a des KPI. Le digital permet justement de mesurer très facilement tous ces KPI et de faire des vrais lancements avec des retours sur investissement. Donc justement, quel serait, Florence, votre conseil pour les marketeurs qui souhaiteraient mettre en plus de la créativité, de ces notions de mesure? Alors nous, ce qu'on a décidé de faire, vous évoquiez tout à l'heure le sujet des labs. C'est hyper tentant parce que ça permet d'être ultra rapide, ultra agile, etc. Et je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, mais en fait, nous, aujourd'hui, l'innovation, on a décidé de la faire vivre en vrai, dans les vrais magasins et en réel. C'est-à-dire que globalement, quand on lance un truc, on le lance dans un magasin avec des vrais clients, dans un contexte vraiment de réalité et au cœur de son marché. Et c'est ce qui nous permet, je pense, de rester le plus proche du business. C'est qu'on voit immédiatement comment c'est reçu, comment ça marche, etc. Et ça permet vraiment d'être en situation réelle. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est ce qui permet d'avancer de manière la plus itérative possible et également la plus proche de la réalité. Voilà. Oui, très bien. Justement, le sujet des labs, c'est un sujet d'Olivier. Peut-être répondre. Oui. D'abord, effectivement, aujourd'hui, il y a une prolifération, comme je l'ai dit, de nouvelles technologies. Donc, on a le choix soit de se laisser submerger, soit d'en faire des atouts et des opportunités. Et donc, de bien trouver la place entre le meilleur du digital et le meilleur de l'humain pour une expérience client réussie. Alors, c'est vrai que moi, je propose 2 points. La mise en place de labs. Alors, ça peut être un magasin, on teste dans le lab, mais ça va permettre justement de décrypter un petit peu derrière toutes ces technologies et à budget encore réduit, de faire des tests pour après, de manière itérative et en co-construction, déployer à plus grande échelle, mais oser expérimenter. Après, c'est vrai qu'on oppose souvent les grandes entreprises et les grandes marques et les startups. Je pense que pour le marketing aujourd'hui, en 2018, il faut regarder les partenariats avec les startups, pas que les grandes entreprises, mais aussi avec les startups, en faire des alliés, s'inspirer effectivement de leur méthodologie, mais pourquoi pas aussi de leur R&D et de leur agilité pour imaginer des partenariats intelligents avec elles. Et Nathalie, selon toi, quel est le next big thing en fait? Qu'est-ce qui arrive, que tu voudrais pas manquer en tant que responsable marketing relationnel? Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que tu pressens va être important dans les 5 à 10 ans? Alors, il y a 2 choses et je ne vais pas être très originale. C'est vrai que la voix, je pense que c'est incontournable et que ça va être l'innovation dans les 2 prochaines années et qu'on va basculer de l'écrit qu'on utilise quand même encore beaucoup aujourd'hui sur le digital à la voix. Pour moi, ça serait vraiment ça. Et après, de façon plus micro, par rapport à ce qu'on fait à la RMN Grand Palais, alors c'est sans contrainte budgétaire ni technique, ça serait d'avoir une appli
qui permettrait, via des QR codes devant chaque tableau, de pouvoir, quand on a un coup de cœur pour un tableau, avoir la collection de produits qui ont été développés, pouvoir commander immédiatement et en disposer à la boutique physique ou se faire livrer à domicile. Je vois déjà là des personnes dans la salle qui sont J'ai des acheteurs. Voilà, des acheteurs qui sont en train de réagir, se dire ouais, génial, super. Olivier, ton avis? Alors la voix c'est déjà pris, mais la voix effectivement, je suis d'accord, c'est une interface naturelle. Donc c'est vrai que Nathalie parlait d'appli, il y a quand même une manipulation et on sent bien que avec les outils de Google, d'Amazon Echo, on voit bien que la voix est une interface naturelle, que ça ouvre un champ des possibles incroyable pour les marques. Donc si je vais en citer deux autres, c'est l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. Il y a l'angle process, excellence opérationnelle. Il y a l'angle excellence de l'expérience client. Je pense qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de déclinaisons qui vont permettre d'augmenter les expériences avec les clients. Et le troisième, je dirais que c'est l'humain. Parce que c'est vrai que c'est une conviction propre, mais plus il y aura du digital, je pense qu'il plus il y aura une nécessité d'avoir de l'humain. Je partage et donc complètement. il faudra que les marques créent comme le fait Monoprix, créent une connexion émotionnelle. Donc oui, on aura besoin dans un certain moment de dialogue, dans le parcours client, de simplicité, d'efficacité. On parlait d'élasticité, il y avait un côté effectivement, c'est simple, c'est facile. Et puis un côté émotion, love brand, où je vais créer de l'émotion. Et là, c'est vraiment l'humain. Donc voilà, donc j'avais une petite vidéo, mais voilà, Ouais, ne pas oublier l'humain et de faire simple. On va la voir à la fin, Olivier. J'y pense bien à cette vidéo qui est très sympathique. Et plutôt que vous passez que les 10 premières secondes, je vais vous la passer en entier. C'est pour ça que je la garde pour la fin. Florence, quelle est la recommandation de marketeur et surtout comment ça va se passer dans les 5 ans à 10 ans, ce qui n'est pas facile du tout puisqu'il y a une concurrence très forte et maintenant les retailers innovent énormément, mais vous avez toujours effectivement ce coup d'avance et cette créativité que vous avez su insuffler et que vous continuez à insuffler. Pour rejoindre ce que vous dites, moi je coche toutes vos cases en termes de moyens. Peut-être ce qui, à mon avis, va se dessiner dans les années qui viennent, c'est une surpersonnalisation de la relation. C'est-à-dire que d'une communication évidemment très large, on va descendre de plus en plus finement sur des communications très interpersonnelles entre moi, la marque, et vous, le client, dans son unité, parce que finalement, un client ressemble en rien à un autre, et qu'aujourd'hui, justement, tous les moyens que vous évoquez vont nous permettre de descendre dans un niveau de personnalisation qui est extrêmement attendu par nos clients, en fait. C'est ça. Et l'hyperpersonnalisation est permise aussi grâce à l'utilisation de la data par l'intelligence artificielle qui va beaucoup plus vite. C'est vrai qu'on parlait ce matin de cas où on a 20 millions, 25 millions de clients comme la Compagnie des Alpes ou même la Française des Jeux. Dans ces cas-là, on a vraiment un atout avec cette capacité à gérer autant de data. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous passer, pour terminer, cette vidéo effectivement que Olivier nous a proposée, qui vient du Canada et qui va vous rappeler effectivement que la partie émotionnelle fait toute la différence. Merci aux speakers. Et on va juste prendre une ou deux questions parce que moi, j'en ai pas vu en fait sur la tablette. Il y a peut-être eu un dysfonctionnement technique. Comment ? Clair. C'était peut-être très très clair. Bon, en tout cas, on reste là. PPC a une question. Je te passe mon micro. On va passer la vidéo une question ensemble. pour Florence Sapiotte. Le fait de travailler avec Amazon, vous leur ouvrez le marché à Paris, c'est ça? Alors, on a beaucoup lu dans la presse la semaine dernière que nous pactisions avec le diable. Il y a des choix à faire. Soit on les laisse à distance en se disant qu'ils nous font peur et qu'on ne veut pas les voir. Soit on se dit qu'on va essayer de travailler le mieux possible ensemble pour que chacun défende ses positions. Honnêtement, nul ne sait dire non, mais je serais prétentieuse de vous dire que j'ai la réponse. Je ne sais pas. Fallait partir d'un côté ou de l'autre. Voilà, on est ravis de ce partenariat. On verra bien. Peut-être que... Une question sur la réactivité. Comment effectivement être réactif pour coller à l'actualité? Donc là, vous l'avez illustré à différentes reprises. Comment vous faites-vous?
Alors, c'est vrai que bon, déjà on est dans une dynamique très permanente. C'est vraiment une entreprise qui est assez frénétique, honnêtement. Pour autant, comment est-ce qu'on s'est organisé pour pouvoir répondre à ça? On a une alliance extrêmement forte avec une agence qui s'appelle Rosa Parks, qui est notre agence de pub, de com, mais finalement presque plus large que ça, parce que la strat, on l'a fait aussi ensemble. Et en fait, ils ont monté une cellule, une espèce de war room, qui, en permanence, scrute l'actualité et ce qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux, ce qui semble agiter les gens, etc. Et en fait, tous les matins, on fait des espèces de stand-up meeting de 10 minutes en disant voilà ce qui a agité les gens hier, est-ce qu'on en fait quelque chose ? Et quand on en fait quelque chose, quand on décide d'en faire quelque chose, soit on décide de le faire rentrer dans le fil habituel de notre actualité, soit on décide, et pardon pour le jargon, on décide d'en faire ce qu'on appelle un golden brief. Et donc là, il y a toutes les équipes de l'agence qui partent pendant 2 heures, chacun dans leur coin, et qui, au bout de 2 heures, reviennent avec tout type de réponse en réponse au golden brief. Voilà. Intéressant. On a vraiment appris quelque chose là sur l'organisation. Olivier, une question pour toi, mais qui est légèrement provocatrice. La data et l'IA sont les 2 poumons d'une expérience client réussie. Point d'interrogation. Le thème de la conférence n'est pas exactement ceci, c'est plutôt le contraire. Donc, comment tu réponds à ça ? J'espère que j'y ai un petit peu répondu. C'est-à-dire que il faut se servir comme une opportunité pour justement laisser à l'automatisation et à la data et à les personnalisations l'automatisation de tâches qui ne sont sans valeur ajoutée pour le client, mais qui sont totalement nécessaires pour l'excellence opérationnelle de l'entreprise, et reconcentrer l'énergie et la créativité des marques sur l'humain, par l'humain, pour les clients. L'humain, voilà, je le vois comme ça, comme une aide pour augmenter le pouvoir de l'humain, du service client des marques. Une dernière question pour Florence. Est-ce que digital, marketing et innovation, quelle est la taille des équipes et est-ce qu'ils ont des relais dans les magasins ou dans les régions ? Alors aujourd'hui, l'équipe marketing au global, on est, allez, on va dire 110 à peu près. Avec quand même des grosses équipes externalisées. Il y a une 30aine de personnes qui travaillent chez Rosa pour nous à plein temps. Donc, allez, on va dire 150 personnes sont en permanence à travailler sur ces sujets-là. Avec à peu près, si je vous le fais très mal, un tiers sur la partie agitation de la marque au sens pur, un tiers sur le marketing client, la data, le CRM, le programme de feed, etc. Et un tiers sur tous les sujets de pricing, promo, enfin ce qui fait vraiment notre business au quotidien quand même. Fait à la grosse louche, c'est ça. Et la deuxième question, est-ce que vous avez des relais en région ? Alors, nos principaux relais en région, ce sont comme souvent dans le retail, ce sont nos directeurs régionaux. Est-ce qu'ils sont réellement des relais marketing ? Ils sont des relais. Ils ne sont pas forcément dans la conception. En revanche, comme tout est travaillé chez nous en mode projet, dès qu'on initie un projet, on a des gens du terrain qui sont avec nous dans les projets comme contributeurs, comme contributeurs actifs. Donc, c'est jamais les mêmes, mais oui, il y a toujours des gens du terrain. Question pour Nathalie. Comment les nouvelles technologies impactent la perception de l'art dans l'acte commercial ? Pourquoi sa perception ? J'essaie de creuser un petit peu la question parce que je pense que c'est pour. Est-ce que ça va devenir un produit de consommation courante, grosso modo, si c'est sur les réseaux sociaux ou sur Non. Tout simplement parce que avec le digital, on lui apporte quand même une valeur ajoutée autre et que la dimension humaine, encore une fois, c'est encore le débat d'aujourd'hui, fera la différence. Enfin, moi, j'ai pas de... c'est pour ça que j'ai pas de débat là-dessus. On ne recherchera pas la même chose et l'humain apporte la différence. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat sur le sujet. Bon, bah, écoute, parfait. Pour terminer, donc, cette petite vidéo sur le sujet de l'humain, comme on l'a bien compris. Donc, ça se passe au Canada, dans une banque. Donc, une machine à billets qui est transformée en machine à émotion. Hello there.
Hi. Hi. I'm here to thank you. You're welcome. Hi, Christine. Bonjour, Karine. Bonjour. Hi, Michael. Donc l'utilisation de la I'm reconnaissance ATM. vocale You know what aussi. ATM stands for? Il y a l'utilisation de la data aussi derrière, That is parce qu'ils correct. connaissent le client Normally, et but today vont le you're servir wrong. de I'm manière an automated différente. thanking machine. Hey, look at that, buddy. That's for you. That's on TD Canada Trust. Thank you. C'est parfois un peu trop d'émotion, non? Get my good side. J'ai la chair de poule à chaque fois que je la vois, en fait. Mais There's a slot that's opening. Oh my goodness. Never in all my life had such a beautiful surprise. You've been helping your daughter out. Is that correct? Yes. We've got something for you, Christine. Something's about to come out there. C'est-à-dire qu'ils savent toute la vie du client, quand est-ce qu'ils vont se oui, en fait, marier. là, ils savent que c'est une femme avec 2 enfants qui est seule, donc ils vont lui offrir des billets pour Disneyland. La grand-mère, sa fille, je crois, a un cancer, et donc va lui offrir des billets pour aller la rejoindre et l'accompagner lors de l'hospitalisation. Ça, c'est un fan des Jays de Toronto, baseball. Vous allez voir ce qui va arriver. Voilà. Il y a une opération mardi prochain, et donc... Voilà, donc c'est la data, comme on disait tout à l'heure, le poumon, l'intelligence, et puis quand même l'émotion humaine derrière, qui va rester. Well, the thanking's not done, Christy. What? Here's the thing. If you tell your kids, hey, here's an RESP, they'll be all, nah. But if you tell them you're taking them to a place like Disney... No. Est-ce que vous allez le faire bientôt dans les banques en France, ça? Alors il y a d'autres vidéos, j'ai vu qu'ils le faisaient chaque année visiblement, donc ça c'est, je crois que c'est 2014 ou 2015, et il y en a une en 2016. En tout cas, les banques sont en pleine réflexion sur comment connecter émotionnellement avec ses clients, qu'on soit plus que voilà, un apporteur, un simple service, apporteur d'argent, mais comment on peut accompagner les clients dans des projets, dans leur moment de vie. Je pense que dans les services financiers, que sont la banque ou l'assurance, on accompagne les clients dans des moments de vie importants. Ça peut être la retraite, ça peut être le mariage, ça peut être des enfants, ça peut être des cassures dans des moments de vie, ça peut être voilà, la création d'une entreprise. Et donc voilà, on est là pour accompagner un rêve, et en tout cas être le support sur un rêve. Donc, je pense qu'il y a de belles choses à le faire, il faut là aussi oser et expérimenter. C'est billets d'avion pour Trinidad, parce qu'avec Trinidad... Are you serious? I am serious. You're going to go see your daughter in Trinidad. Et Florence, la prochaine campagne, alors dont le scoop va être révélé, il s'agit de quoi? Ah oui, la pire chanson du monde. Donc c'est la pire chanson du monde qui a en fait pour vocation de vendre, de raconter nos services et notamment nos services de livraison. Juste pour conclure, je pense que le digital n'apporterait pas ça. Il est en soutien, c'est un moyen. Et c'est vraiment de human to human qui apporte cette émotion-là et qui restera mémorable pour un client. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de votre présence et merci à nos super speakers. Et on se retrouve pour les personnes d'e-marketing demain matin avec Adidas, donc Céline Delgenès qui vient du siège de Nuremberg directement, et puis également BPCE et Michelin. Merci et bonne soirée.